Et donc la première question, ça concerne l'eau. Donc voilà, donc aujourd'hui l'eau c'est la crise. Donc cette agriculture dépense beaucoup d'eau. Et donc que faire pour mieux partager l'eau? Je ne sais pas qui c'est qui veut s'y plonger. Qui va vouloir s'y coller? Oui, vaste sujet. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour l'eau, au niveau du conseil régional, j'ai en charge une partie de ce sujet, de la gestion de l'eau. Et Michel connaît bien, et Guy aussi, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui gère l'eau. Il faut quand même que vous sachiez une chose, que l'eau, ça se gère à l'échelle d'un bassin. Elle ne remonte pas l'eau, hein. Elle descend. Adour-Garonne, c'est-à-dire Toulouse-Bordeaux. C'est un secteur très large, qui voit sa population croître de 42 000 habitants tous les ans. Parce que l'eau, ce n'est pas que l'agriculture, là. Il faut qu'on reparle de tout ça. Ce qu'on nous dit, à dire d'experts, ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1,2 milliard de mètres cubes vont manquer en 2050. Moi, en 2050, j'aurai les genoux à l'aise, je pense. Ça fait du chemin. Mais bon, d'ici là, il faut préparer cela. Alors, quelles sont les possibilités? Aujourd'hui, il manquerait 200 millions de mètres cubes dans cette zone-là. Les retenues existantes, on peut les rehausser, c'est-à-dire que le temps est à l'action. Il faut agir. Il faut la retenir l'hiver pour la lâcher l'été. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais heureusement qu'il y a eu des gens qui sont passés avant nous, qui ont réalisé les barrages hydroélectriques dont on dépend. Là, par exemple, ils sont en train de lâcher de l'eau dans la Garonne. Il n'y a pas d'irrigation, hein, c'est terminé depuis longtemps. Mais pour lessiver Toulouse, avoir les stations, garder un débit dans la rivière de la Garonne, on se sert de ces ouvrages. Le canal de la Neste, Napoléon III, Philippe Lamour, de l'autre côté de la région, qui a fait un canal à Quadomicias, c'est pour amener l'eau du Rhône jusqu'à Béziers. On est dans une zone semi-désertique. Voilà, donc il y a tous ces sujets. Alors, les retenues peuvent être rehaussées, celles qui existent, pour le faire assez vite. 300 millions de mètres cubes. Les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la restauration des zones humides, 150 millions. Les économies que nous sommes censés de réaliser chacun d'entre nous, également 150 millions. Là, on fait la moitié du chemin. Pour le reste, il faut... Alors, quand je parle des solutions fondées sur la nature, mais on y reviendra parce que ce matin, vous avez abordé beaucoup de thèmes. De l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Il y a aussi l'enjeu des prairies. Conserver les prairies, c'est celles qui filtrent l'eau, qui la retiennent également, et qui dit prairie dit élevage. Il faut à tout prix, imaginez-vous des zones comme celle-ci, là, comme les Pyrénées en général, s'il n'y a pas l'élevage, qu'est-ce qui se passe? C'est justement ces zones-là qui fournissent le cadre à l'activité touristique, qui est un des premiers vecteurs de l'économie de notre région. Mais on a besoin des hommes, des femmes et des animaux dans ces zones-là. Alors l'eau, c'est vraiment un sujet auquel on a beaucoup investi dans les routes, dans les nouvelles technologies, mais je crois qu'il y a plusieurs années et là, il faut agir pour la qualité de l'eau, mais également la quantité. C'est un sujet qui doit occuper beaucoup de monde. Et vous avez évoqué le partage de l'eau. Évidemment, le partage de l'eau, c'est quand on peut, c'est-à-dire quand il y a un réservoir et qu'on le partage, il y a des tours d'eau pour ceux qui irriguent, il y a les industriels qui peuvent prélever, et puis aussi c'est un concept de l'eau multi-usage. En gros, c'est des barrages hydroélectriques, elle fournit de l'énergie renouvelable, décarbonée, puis après elle va dans la rivière, elle participe à la vie halieutique. Elle, notamment aussi pour épurer. On ne sait pas épurer si on ne dilue pas avant. Voilà, et puis à toute fin, bien entendu, quand on parle de souveraineté alimentaire, et là je me fais quelques soucis, je ne suis pas sûr que dans plusieurs années, si on continue dans la pente sur laquelle, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais quand je regarde les chiffres, 50% de la viande de poulet qui est consommée est importée, 45% des fruits et légumes. Pour la viande bovine, on voit que les quantités continuent à croître.
Et bon, après, on va voir les substituts, la viande d'éprouvette, la viande du végétal. Il ne faut pas appeler viande. Ma grand-mère, elle appelait ça un mesturette. C'était un produit non identifié, mais bon, bref. Voilà. Et c'est ces sujets-là que... Alors, et l'eau, elle est à la base de tout cela. En tant que conseiller communautaire à la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, je fais partie du projet, du groupe qui est en train de mettre en place le SCOT. Alors le SCOT, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est. C'est le schéma de cohérence territoriale. En fait, c'est un document qui est à grande échelle et qui, en 2 mots, aujourd'hui, il faut qu'on décide ce que sera demain, mais dans 20 ans. Ce que nous voulons. Donc, il y a des enjeux vraiment énormes. Alors, sur l'eau, mais sur tout un tas d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'eau et de l'environnement. On appelle ça la trame bleue. C'est toute la trame bleue, il y a la trame bleue, la trame verte. Alors, c'est paradoxal parce que je vous parle de ça, je suis daltonien. Et il y a la trame noire également aujourd'hui et la trame marine. Alors, celle-là ne nous concerne pas forcément puisque c'est ce qui constitue la trame qui est le long des côtes en bord de mer et qui fait la liaison entre la mer et le terrestre. En fait, toutes les espèces, alors que ce soit végétales, animales, qui vont d'un côté à l'autre. La trame bleue, qui prend en compte toutes les rivières, qui prend en compte toutes les zones humides également, et qui c'est des cheminements continus qui permettent aux animaux de pouvoir circuler, à la végétation également de pouvoir circuler et voilà. Donc au niveau de l'agglo, c'est vrai que l'eau, ça pose un problème. On était très inquiets en début d'année, et puis finalement, on a eu un printemps qui n'a pas été du tout terrible, donc qui a permis de remonter les nappes phréatiques. Mais on était au mois de février, aux mesures qu'on a eues l'an dernier au mois de juin. Donc on était déjà très bas au niveau des nappes phréatiques. C'est remonté, tant mieux, peut-être grâce également aux ressources qu'il y avait par en haut. C'était pas forcément à cause de la neige cette année, parce qu'il n'y en a pas eu non plus. On est pourtant dans un département qui est privilégié. Alors, Jean-Louis parlait de la région, et je vais parler un peu plus du département ici. Et donc, c'est vrai que nous, on a distribué, alors je ne sais pas si vous êtes tous du coin. Oui. On va demander, ceux qui sont du département, vous pouvez lever la main? Oh, il y en a quand même une majorité. Pas mal, quand même. Pas mal. Ceux qui sont de l'agglo? De l'agglo? Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Donc vous avez dû recevoir ce petit document. C'est un document qui est très simple, qui explique ce qu'est la ressource en eau, et puis quelques bons gestes pour justement économiser l'eau, afin que chacun prenne conscience des petits gestes qu'on peut faire tous les jours, mais qui vont permettre de préserver la quantité et la qualité de l'eau que nous avons ici dans la région. Aujourd'hui, le but, c'est de stocker l'eau pendant l'hiver pour la redistribuer pendant l'été. Quelque chose de simple. Un citoyen lambda, quand il le fait chez lui, dans sa maison privée, vous savez, vous mettez ces bacs de 1000 litres pour récupérer l'eau de la toiture et s'en servir pour arroser les fleurs ou le jardin, c'est l'homme exemplaire. Quand on le fait à plus grande échelle, on nous critique, on nous dit c'est pour l'industrie, c'est pour les gros agriculteurs. Ce qui est faux. Aujourd'hui, quand on fait une réserve, il y a des priorités. En premier, l'eau potable. Ça, c'est la priorité des premières priorités. Il y a la salubrité publique, qui est très importante. Comme on vous a dit, pour les stations d'assainissement, il faut diluer l'eau. Et après, il y a l'industrie et l'agriculture. Et ça, je pense que c'est important. On n'a pas de production dans le sud-ouest qui peut vivre ou qui peut amener la matière première sans eau.
L'eau, c'est... Sans eau, on ne fera rien. Alors là-dessus, la profession agricole, comme avec la CACG, et je pense les élus de ce département, et d'autres départements aussi, il faut se bouger pour créer une réserve. Une réserve, en gros, il faut, si on est très bon, en 5 ans, on l'a fait, c'est entre 5 et 10 ans, entre les procédures, la création et autres, c'est 5-10 ans. Donc, créer des réserves, des rehausses de lacs, comme on vous a dit, en montagne, ça peut se faire très facilement, au piémont aussi, et pourquoi pas aussi dans certains endroits, quand il y a de l'eau en abondance sur certaines rivières, le pomper pendant 1-2 mois pour alimenter d'autres rivières qui sont en déficit d'eau. Donc ça, c'est l'enjeu de demain. Comme tu as dit, Jean-Louis, on a un certain âge. Nos enfants et nos petits-enfants nous le diront dans 20 ans, 30 ans. Messieurs, vous n'avez rien fait, on manque d'eau et vous n'avez rien fait pendant ces X années. Vous n'avez pas créé de réserve. Il nous faut créer des réserves aujourd'hui. Et l'eau, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un message qui passe pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit conscient de cette problématique. Parce que sans eau, on ne fera plus rien. On aura un désert, on n'aura plus d'animaux d'élevage, on n'aura plus de culture, on n'aura plus de fruits, plus de maraîchage. Et tout viendra, vous inquiétez pas, le vide, il n'y a jamais de vide. On importera d'Espagne, Brésil, Thaïlande, et le bilan carbone, qu'est-ce qu'on fera? Voilà, donc c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, chaque citoyen. Et puis quand vous avez un lac dans un piémont, moi je vois, il y a un lac à Castelnau-Magnoac, 4 millions de mètres cubes, 4 millions et demi, il y a de l'eau, il y a des touristes, il y a des baigneurs, on peut faire plein de choses autour d'un lac. Et Pilarieux, Natura 2000, un lac de 15 millions de mètres cubes, on avait réserve d'oiseaux, on avait détruit 200 hectares de forêt, et aujourd'hui, c'est un très beau lac avec des oiseaux qui viennent migrer, et aujourd'hui, les écoles vont voir. Donc voilà, tout ça, l'enjeu de l'eau, très très important pour l'avenir. Dans les Hautes-Pyrénées, notamment dans la vallée de l'Adour et les autres vallées du département, toutes les agricultures sur des exploitations qui sont petites et moyennes, on a besoin d'eau pour aller chercher de la valeur ajoutée, avoir une assurance pour récolter à nos cultures. Et en bio, on a aussi besoin d'eau parce qu'en bio, on a besoin de faire des rotations. On doit alterner culture d'été et culture d'hiver. Et si on n'arrive pas à faire des cultures d'été irriguées, ça ne nous paye pas les cultures d'hiver qui produisent nettement moins. En plus de ça, si on veut capter du carbone pour faire des engrais verts, il faut qu'on puisse arroser, il nous faut de l'eau pour que la plante produise du carbone et qu'on puisse le fixer dans les sols. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre département, si on compte que sur de l'agriculture pluviale, ça ressemblera au Lauragais où il y a des exploitations de 400, 500, 1000 hectares. Mais ça ne ressemblera plus à nos petites et moyennes exploitations départementales, quoi. Et en changeant de pratique comme je l'ai fait, j'ai réussi à économiser un peu d'eau, déjà d'une part en faisant des rotations, en introduisant des cultures d'hiver sur mon exploitation, et aussi parce que je ne laboure pas, je fais des engrais verts, en améliorant la structure de mon sol. Mais je ne vais pas au-delà de 20-30% d'économie d'eau, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est très difficile d'aller au-delà. Vous pouvez nous dire, mais ces postures-là, on les connaît. Les lacs, hein. Moi je suis maire d'une petite commune du 64, ça fait 30 ans qu'on a fait une retenue, hein, c'est le lac du Louette, avant le lac du Gabas. Et qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? Ce qui a changé depuis 30 ans, c'est que maintenant, alors on a eu la chance à plusieurs à se retrouver à Crescendo cette semaine avec la DDT pour discuter d'enjeux de transition agroécologique. On a eu Véronique Mabru qui travaillait à la Chambre d'agriculture, qui est directrice de l'agence de l'eau sur Pau, qui nous a rappelé un certain nombre de choses, notamment une chose, c'est que maintenant, et vous avez bien compris avec les intervenants, que les retenues d'eau, elles étaient logiques, il faut se le dire. Quand vous voyez les précipitations qu'on a, on a des pics de précipitations. Pour l'instant, les sommes de précipitations sur quelques années sont constantes, elles ne sont pas en diminution. Par contre, la fréquence des précipitations sont variables. On va avoir des gros épisodes pluvieux
et des épisodes de sécheresse. Et en fait, si on et ça Michel l'a bien dit, si à un moment donné on ne retient pas l'eau avant qu'elle arrive à l'océan, ben, on la perd et elle ne revient plus. Donc en fait, tout le monde agricole, depuis l'Antiquité, a été un travail de gestion de la fréquence de l'eau. On retient quand il y en a beaucoup, on relargue quand il y en a beaucoup. 50% de l'eau qu'il y a dans les lacs, c'est d'abord pour soutenir l'étiage, pour soutenir les rivières. S'il n'y a plus d'eau dans les rivières, les poissons, toute la biodiversité disparaît. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Parce que j'ai un peu peur quand j'entends Michel et Jean-Louis que vous ayez l'impression qu'on est encore dans un monde agricole consommateur d'eau. On n'est pas dans cette logique-là. La deuxième chose, qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, toute retenue d'eau doit se faire avec un plan d'économie d'eau en parallèle. Ça, c'est le syndrome Sivens. Alors, on va se le dire, Sivens, ça a été un gros coup médiatique. C'est-à-dire que écologiquement, Sivens n'avait pas d'intérêt écologique, de haute valeur écologique. D'accord ? Donc, ça a été médiatique. Je le dis facilement, parce que s'il fallait refaire le lac du Louette sur Pont-son-de-Batte, Montanet et Esconnette, à l'heure actuelle, on ne le ferait pas, parce qu'écologiquement, on avait des tourbières qui étaient à haute valeur écologique. D'accord. Et donc là, pour faire une nouvelle retenue d'eau, en fait, on demande, là on fait de la concertation avec toutes les parties prenantes pour se mettre d'accord de OK pour la retenue d'eau et à quelles conditions on la fait. C'est ça qui a beaucoup changé. Donc on ne peut pas nous taxer, nous le monde agricole, de dire on s'accapare l'eau et c'est que pour nous et c'est pas pour les autres. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. La deuxième chose, Jean-Luc l'a dit, on a des techniques agricoles qui permettent d'économiser l'eau. Il y a des plantes qui sont moins consommatrices d'eau que d'autres. Il y a des plantes qui sont moins consommatrices d'eau, qui sont très consommatrices d'eau, mais qui peuvent consommer l'eau à un moment où on n'a pas envie. Le blé consomme moins d'eau, plus d'eau que le maïs. Alors ça, il faut casser un peu les idées. Le problème, c'est que le blé, en général et jusqu'à maintenant, en fait, il poussait quand il y avait beaucoup d'eau. Sauf que cette année, l'an dernier, pas cette année, l'an dernier, il y a des agriculteurs qui ont commencé à irriguer du blé. Ça, c'est une aberration. Le maïs est peu consommateur d'eau, sauf qu'il le consomme au moment où on en a un peu tous besoin, quoi. Donc le tournesol, par exemple, est beaucoup moins consommateur d'eau. Et la crise en Ukraine a permis que le tournesol devenait rentable parce qu'on nous l'achetait à un bon prix. C'est ça aussi qu'il faut se dire, hein. C'est qu'en fonction de ce que le prix du marché nous donne, on va faire telle ou telle culture. Si on ne nous achète pas nos produits, l'agriculture se portera mal, quoi. Et le dernier point que je voulais aborder, Jean-Louis l'a abordé, c'est par rapport à l'élevage. Alors, le discours que moi je vais vous tenir, c'est la polyculture élevage, c'est la méthode agroécologique la plus robuste dans le temps. Et ce que nos anciens savaient faire, tout simplement parce que les déjections animales, le fumier, remis dans le sol, permet de restructurer les sols, Jean-Luc l'a dit, et permet de garder plus facilement l'eau. La capacité de réserve utile du sol est bien meilleure quand on l'abonde en fumier, un peu moins en lisier et beaucoup moins en engrais chimiques. Et donc ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et moi, il n'y a qu'une question, et je m'arrêterai là. Imaginez, alors on va rester dans les Hautes-Pyrénées, imaginez les Hautes-Pyrénées sans ruminants, c'est-à-dire des vaches, des chèvres et des brebis. Imaginez, qui ne sont pas concurrents de l'homme du tout, contrairement au cochon ou à la volaille, où ils mangent ce qu'on mange. Donc c'est ce que je dis aux véganes, d'accord ? Et je ne suis pas un carnassier fou furieux. Hein. Imaginez un monde sans ruminants. Il n'y a pas qu'une seule agriculture. J'ai été président de chambre d'agriculture pendant une vingtaine d'années, ou un peu plus même, et je n'ai eu de cesse de dire ça. Et même dans notre département, on a un département plein coteaux-montagnes. Chez moi, je n'ai jamais irrigué, je ne pourrai jamais irriguer. On est près des montagnes, près de Lourdes. J'étais en Espagne dernièrement, ils nous disaient l'agriculture pluviale, ça n'existe pas. Chez nous, heureusement qu'il pleut. Bon, et après, près de Lourdes, on fait la prière aussi pour qu'il pleuve. Mais, ceci dit, on est obligé de nous adapter. Par contre, l'eau, c'est le premier climatiseur. Lorsqu'on est au pied des Pyrénées et qu'il y a des plantes avec de l'évapotranspiration, des haies, des prairies, il pleut un peu plus que quelqu'un a parlé du Lauragais, je ne sais plus qui là, c'est toi. Effectivement, là où vous avez des étendues sans végétation autour, l'évapotranspiration n'y est pas et on a cette chance, pourvu que ça dure, mais c'est vrai qu'on est rentré, moi je ne nie pas que le réchauffement climatique est là.
C'est-à-dire, alors maintenant, comment on fait pour l'atténuer? L'agriculture, elle peut jouer un rôle pour atténuer cela, notamment en captant le carbone, en faisant des couverts, comme il l'a dit tout à l'heure, en mettant en place des prairies. L'animal, il capte du carbone. Les data centers, ils captent rien du tout. Ils émettent autant que l'élevage. Ceci, il faut le dire. Alors, évidemment, après, les poulets, ça, c'est des chiffres nationaux. Ici, je ne saurais dire, mais toi, tu connais mieux que moi ça. Mais je pense, ça, enfin, c'est pas le poulet du dimanche. Celui-là, on va le trouver. C'est tout le reste, après tous les nuggets, tout ce qui arrive. Et là, c'est de l'importation. Bon, ceci dit, on en revient à cette question de la pluralité de l'agriculture telle qu'elle est. Et si on veut continuer, nous, dans nos régions ici, il faut aller capter cette valeur ajoutée, aller la chercher. Parce que quand je vous parlais, moi j'ai des craintes par rapport à cette souveraineté alimentaire quand je regarde le paysage, ce qui se passe. Aujourd'hui, la production laitière, dans le sud-ouest, on l'a perdue, elle est partie. Alors, Villecontal recycle son usine, on va faire des boissons végétales. Il y avait 200 salariés là, il y en a 50 à qui on a fait un plan social. Les agriculteurs, ça tombe bien parce qu'il va y en avoir de moins en moins. Les industriels laitiers, ils sont en train de se réveiller. Par contre, je ne veux pas faire du syndicalisme primaire. Mais moi, je veux vous dire une chose. Quand je me suis installé il y a 45 ans, on me payait le lait 2 francs le litre. Il y a 18 mois, c'était 34 centimes d'euros. Comptez, ça fait 2 francs anciens, quelque chose près. Voilà, ouais. On est là. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Il ne faut pas s'étonner. Il y a la contrainte de travailler avec du vivant, mais il ne faut pas s'étonner que ça disparaisse. Voilà. D'abord, l'eau, ce qui a été arrêté, enfin, le tribunal administratif à Poitiers a cassé les autorisations de bassines. Excusez-moi, le nom de bassines. C'était de l'eau qu'on pompait dans les nappes. Quand les nappes étaient en excédent, je répète bien, quand les nappes étaient en excédent pendant l'hiver, pour la stocker et la réutiliser pendant l'été. Le tribunal administratif a cassé, on verra ce qui se passe après. Mais déjà, ici, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur des nappes, on est sur du stockage d'eau. L'eau qui passe, le ruissellement s'en va à la mer. On a de l'eau douce qui tombe sur notre territoire, il faut la stocker et la redistribuer pendant l'été. C'est de l'eau douce. On ne va pas aller dessaler de l'eau de la mer pour la réutiliser en agriculture. Ce ne serait pas logique. Donc ça, c'est de l'eau qu'on a de l'écoulement, l'eau pluviale. Et par rapport au poulet, je connais bien, je suis producteur de canards, donc à la région, je m'occupe de la filière avicole. On manque de poulet. On a un poulet sur 2 qui vient Brésil, Thaïlande. Même plus qu'un poulet sur 2. Tout ce qui est découpé, à 80%, ça vient de l'étranger. 80%. Quand on a des projets de bâtiments, alors le poulet c'est sud-ouest, Bretagne. Hein. En gros, c'est la grosse zone de production. Vous n'allez pas faire du poulet dans le Rhône-Alpes. C'est impossible. On n'a pas la matière première, on n'a pas les céréales qu'il faut, on n'a pas les usines de transformation. Donc il nous faut produire du poulet, même si en région Occitanie, on est à 80%, il faudrait produire encore plus de poulet. L'Aquitaine aussi, pour satisfaire nos marchés et pour ne pas avoir de moins en moins d'importations. Et ça, c'est l'enjeu. Et dans le poulet, quand on parle du poulet, il faut produire du poulet bio, il faut produire du poulet fermier, il faut produire du poulet label, mais il faut aussi surtout produire du poulet standard, qui est 85% de la consommation des ménages. Aujourd'hui, c'est ça. Le bio a perdu, le label perd aussi, dans le marché avec la crise aujourd'hui qu'on a. Et c'est le standard qui le prend. Et ce standard, on ne le produit plus en France. Et on ne le produit plus en Europe, on va le chercher ailleurs. Donc il faut reproduire, dans toutes les filières, il faut reproduire de l'alimentation. Moi, ce sujet m'interpelle particulièrement. Bon, moi, aujourd'hui, je suis dans l'univers de l'habitat. Alors, je trouve que c'est assez facile de dire le problème, il est chez les autres, il est chez les agriculteurs qui consomment trop d'eau. Il faut aussi, je pense, un peu faire notre introspection, de dire, et moi, à mon niveau, en fait, on est tous consommateurs au quotidien d'eau. Et nous, à travers les tiny house, on veut vraiment proposer un nouveau mode d'habitat, alors moins énergivore d'une part, mais aussi beaucoup moins consommateur d'eau. Et je pense que chaque
chacun de nous, dans nos quotidiens, sans forcément parler de tiny house, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser de l'eau? Nous, on adore promouvoir les solutions de toilettes sèches. Alors souvent, ça fait rire, mais aujourd'hui, des toilettes sèches dans un habitat, c'est 20 à 30% de l'eau potable, donc qu'on a puisé dans le milieu naturel, qu'on a purifié, qu'on met dans une cuve, et tout ça pour faire dégager des sels ou des urines qui finalement, gérées de manière différente, peuvent devenir des engrais. Donc si on prend cet exemple-là, tout simplement, à un moment donné, il y a moyen, dans nos habitats, dans notre quotidien, nous, à notre niveau, de réduire la consommation d'eau. Si chacun de nous, on économise 20-30 litres d'eau quotidiennement par ce dispositif ou d'autres. Je vais prendre un autre exemple. Quand à un moment donné, on tire de l'eau chaude, qu'est-ce qu'on fait des litres d'eau que l'on fait écouler avant que l'eau soit réellement chaude? Aujourd'hui, on l'envoie dans les tuyaux. Est-ce que je ne peux pas la récupérer et puis arroser mes plantes avec ça? Au lieu de, finalement, une demi-heure après, ah oui, tiens, il faut que j'arrose mes plantes, je vais au robinet et je tire de nouveau de l'eau, alors qu'une demi-heure avant, j'ai fait évacuer. Enfin, voilà, je pense qu'il y a faut être... on est aujourd'hui dans une réflexion de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut changer? Le changement, et là où on va y arriver, moi je suis intimement convaincu, on va y arriver, même si les enjeux ils sont phénoménaux, c'est bien chacun à notre niveau qu'il faut qu'on se pose la question de se dire, et moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que je consomme, et voilà, et surtout, c'est très facile de dire, il faut que les industriels y changent, il faut que les agriculteurs y changent, il faut que, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, y compris sur cette notion d'eau, une introspection et nous regarder comment nous on consomme nos ressources. On a eu un très beau témoignage ce matin sur la carte sécurité sociale alimentaire. Et donc, parmi les gens qui sont passés, ils sont intéressés. Et ils voulaient savoir qui avait participé à son élaboration. Alors, je ne sais pas si les gens sont là, de Barthomé. Oui, voilà. Et quels sont les critères de la mise en place? Et est-ce qu'on pourrait reproduire ce schéma, puisqu'on a des élus là ici autour de la table, dans le territoire des Hautes-Pyrénées? Parce qu'en fait, la carte de sécurité sociale alimentaire, c'est dans le même schéma que la carte de sécurité sociale, à part que là, quand les gens auront sur leur carte, non mais c'est un schéma là pour l'instant. Quand ils auront leur carte, tout le monde sera invité à donner par exemple 150 €, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Après, si vous êtes dans la grande précarité, vous ne donnerez pas 150 €. Mais ça ne se saura pas. En attendant, vous pourrez dépenser 150 €. Mais alors attention, chez des producteurs ou des agriculteurs qui auront été sélectionnés justement par rapport à des valeurs environnementales, durables, on n'ira pas acheter des bonbons avec. Non, voilà, voilà, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes dans la phase, parce que moi j'y vais plus là, ces réunions, ça fait beaucoup, dans la phase de rencontrer des épiceries et des agriculteurs. Du coup, on vient de la région de Toulouse, on est à peu près à combien de kilomètres? À 10 kilomètres de Toulouse. Et ça, Castanet, hein? À Castanet. Castanet ou Ramonville. C'est plutôt Ramonville qui a lancé ce projet. Et nous, comme Barthomé fait partie et installé sur la commune de Castanet. Barthomé qui est un collectif, hein, c'est ça enfin, je vais pas dire. C'est pas une association, je sais. C'est pas un collectif, c'est un service de paroisse, tout simplement. Service de paroisse. Du coup, on a été invité à la création de cette... Tiens-le-moi, parce que sinon je ne vais pas y arriver. J'ai perdu le fil. On a été invité à la création de cette caisse qui est en train de prendre forme maintenant et on est en train de commencer à démarcher les agriculteurs qui pourraient être intéressés à faire partie de cette convention. En fait, la carte de sécurité sociale, comme je vous disais, le gouvernement le retient dans le plan d'alimentation national. Et donc après, au niveau local, par exemple, nous, dans notre secteur, c'est déjà repris par l'institution. Mais alors,
pardonnez-moi, mais dans l'institution, est-ce que la parole des plus pauvres va vraiment être prise en compte? C'est pas certain. C'est un peu le combat que vous menez là. Voilà. Alors que là, dans cette dynamique-là, ce sont des ingénieurs de l'INRA qui lancent ce projet et eux tiennent particulièrement à ce que les gens de la galère s'expriment et que leurs idées soient retenues. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais on en est encore au projet, quoi. C'est pas encore. Ah oui. Dans la région de Montpellier, ils sont beaucoup plus en avance et Janine a été appelée d'ailleurs à y participer. En tant qu'agriculteur bio, ce que je trouve insupportable, c'est de produire une alimentation qui n'est pas pour tout le monde. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est peut-être une solution pour que tout le monde puisse demain consommer du bio. Donc je trouve que le projet est intéressant. Moi, j'ai retenu acheter à manger quelque chose de bon, bio, pourquoi pas, et enfin, se faire plaisir. C'est surtout ça, quoi, que de manger mal, et tout ça. Et c'est pour ça que nous, on est très engagés à Toulouse, plutôt autant qu'au Montpellier. Je vais commencer par quelque chose de tout neuf que nous avons eu par notre directeur général mercredi à Paris. L'enseignement agricole, depuis 40 ans, on a 5 missions classiques. La formation, l'insertion, l'animation et le développement, la recherche et le développement et la coopération internationale. Et là, le ministre Fesneau nous crée une 6e mission à deux branches. La première branche, c'est assurer les emplois de demain par rapport à la souveraineté alimentaire. Jean-Louis Cazobon en a largement parlé. On psychote tous par rapport à la souveraineté alimentaire. 40% des agriculteurs partent à la retraite d'ici 10 ans. Je vous rassure, dans le département des Hautes-Pyrénées, en recrutement des élèves par rapport aux filières agricoles. Le lycée agricole de Vic, ce n'est pas que de l'agriculture. Hein. Il y a de la forêt, il y a de la nature, il y a l'enseignement général et technologique. Par rapport à la filière agricole, l'an dernier, par exemple, on a eu 49 demandes d'entrée en seconde pro-agri. Sur ces 49 gamins, on en a pris 45. Sur ces 45, il y en a 75% qui ne sont pas issus du milieu agricole. D'accord ? Comme je dis un peu trivialement, si on attend après les agriculteurs pour qu'ils se reproduisent, on va attendre longtemps. Heureusement qu'il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur. J'apprenais quand j'avais leur âge à 15 ans qu'on était 9% de la population active agricole et qu'en Angleterre, il y en avait 2%. On y est aux 2%. D'accord ? Donc tout le travail qu'il y a à faire dans les 10 ans, c'est le changement de génération et c'est d'aller chercher des jeunes qui ne sont pas issus directement du milieu agricole mais qui ont envie de travailler en milieu agricole. Ça, c'est la première chose. Le deuxième levier, c'est d'assurer de monter en connaissance et en compétences dans la transition agroécologique et climatique. Voilà. Donc ça avait écrit dans la loi. En général, la loi a toujours un peu de retard par rapport aux pratiques, puisqu'avec le ministre Le Foll, il a fait un grand... Alors, l'agriculture durable, on appelait pas ça l'agroécologie dans les années 90, on appelait ça l'agriculture durable, et il y avait des plans de développement de l'agriculture durable déjà il y a 30 ans. On a trouvé que ce n'était pas suffisant dans l'enseignement agricole, donc ça a continué à monter en compétences et le ministre Le Foll a accéléré pour que le terme transition agroécologique soit mis dans tous les programmes. Donc tous les programmes ont été rénovés pour pouvoir l'intégrer. Donc ça c'est important à avoir en tête. Par rapport à ça, le CAP on le connaît. Les techniques on les connaît, pas toutes, mais on en connaît. On en a parlé tout à l'heure. Par rapport aux enjeux de l'eau, par rapport aux enjeux de l'énergie, par rapport aux enjeux de l'alimentation saine et par rapport aux enjeux de la biodiversité. Au niveau du lycée agricole de Vic-en-Bigorre, à mon niveau, mon problème, il est quasi unique. C'est de refaire comprendre aux jeunes tout l'intérêt de l'approche systémique, de l'approche de la complexité, et ne pas laisser les forestiers tout seuls dans leur coin, les agriculteurs tout seuls dans leur coin, et dans les agriculteurs, les cultivateurs tout seuls dans leur coin, les éleveurs tout seuls dans leur coin, les naturalistes tout seuls dans leur coin. C'est bien de mailler et de les faire travailler ensemble. Parce que quand on est sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez des espaces agricoles, vous voyez des espaces pastoraux, vous voyez des espaces forestiers, vous voyez des espaces naturels. Vous ne les cloisonnez pas. Et c'est l'intégration de tout ça qui permet d'assurer la transition agroécologique. Donc, premier élément de réponse, la polyculture élevage, c'est fondamental. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'observation du vivant pour pouvoir intervenir comme il faut d'un point de vue mécanique, d'un point de vue chimique. On ne va pas se raconter d'histoire. Heureusement qu'à un moment donné, on peut avoir de la chimie.
Je fais un rapide grand écart. Les punaises de lit qu'on entend là à Tour-Larigot, je ne pense pas qu'on va y arriver en les écrasant une par une. À un moment donné, la chimie va nous aider. C'est comme les antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais on est très content à un moment donné de pouvoir compter sur eux pour ne pas passer l'arme à gauche. Donc, nous, dans l'enseignement agricole, l'objectif, c'est de réapprendre la complexité aux jeunes, et pas d'en faire des mécaniciens et des automates. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir en faire des gestionnaires du vivant pour qu'ils soient très observateurs et d'intervenir avec les bons outils au bon moment et pas systématiquement. C'est vrai sur l'eau. L'eau, on n'intervient pas 40 mm d'eau toutes les 3 semaines systématiquement. C'est pas vrai. On ne le fait que quand on en a besoin. Les produits phytosanitaires, on ne traite pas systématiquement aux produits phytosanitaires. On le fait que quand on a besoin. Donc ça, il faut arriver à le faire. Et le troisième point, cette complexité-là, c'est notamment le jeu entre l'arbre et l'agriculture. Jean-Louis en a parlé. On le sait maintenant, c'est-à-dire que quand vous avez un maillage arboré suffisant, vous avez de l'évapotranspiration qui fait baisser la température du sol. C'est pas compliqué. Quand vous êtes en ville, les îlots de chaleur, ils l'ont très bien fait ça. Si vous êtes sur le goudron, vous êtes à plus de 50 degrés. Dès que vous êtes sous l'arbre, alors que vous avez un climat à 35 degrés, dès que vous êtes sous l'arbre, vous êtes à 27 degrés. Donc ça, on le sait. En agriculture, c'est exactement pareil. Et je peux vous dire, maintenant, pour finir là-dessus, parce que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, que maintenant, c'est comment notre public qui est inséré, qui veut se mettre dans l'agriculture, on arrive à déconstruire ce qu'ils peuvent avoir en tête, ce que les parents, il ne faut pas se le cacher, ce que les parents ont pu leur donner. Je vous prends un exemple, c'est que, on a fait intervenir Arbre et Paysage par rapport à l'arbre en agriculture. Je peux vous dire que j'ai entendu des choses où il va falloir que les pédagogues, on reprenne le travail. L'arbre, ça bouffe de l'eau, c'est la concurrence des cultures. Les branches, ça abîme les cabines des tracteurs. Enfin, il y a 30 ans à Périgueux, vous aviez des gamins qui étaient beaucoup plus ouverts par rapport à la diversification, par rapport à cette complexité. Donc là, maintenant, nous, tout notre travail, c'est de reprendre tout ça avec eux. Les lycées sont là pour former les futurs agriculteurs ou les futurs techniciens ou des personnes qui travailleront dans le milieu agricole. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout agriculteur, qu'il ait 60 ans ou qu'il en ait 40 ou qu'il en ait 20, il se formera toute sa vie. Prends l'exemple de Jean-Luc qui est passé qui a basculé en culture bio en 2008, il n'a pas fait ça comme ça du jour au lendemain, sans suivre des formations et sans continuer même à se former aujourd'hui. Les agriculteurs s'adaptent, ont une capacité d'adaptation et ils le font parce qu'ils se forment continuellement aux nouvelles technologies et aux nouvelles exigences de la société. Et vous voulez savoir s'il y a une vraie politique, une vraie volonté sur notre territoire sur la transition énergétique et en particulier sur tout ce qui concerne la méthanisation et le photovoltaïque. Entre le projet de centrale photovoltaïque avec uniquement des panneaux et des moutons dessous comme à Libye, on a évolué pour arriver à un projet agrivoltaïque, c'est-à-dire qu'il y aura une rangée de panneaux et 2 rangées de pommiers, puis une autre rangée de panneaux, et ainsi de suite. Et je vais revenir à l'eau, mais avec obligation de récupérer l'eau qui tombera sur les panneaux photovoltaïques, de façon à pouvoir irriguer les pommiers qui, dans leur jeune âge, vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Donc j'en profite pour remercier les Coteaux de Gascogne qui nous ont fait un boulot formidable, parce qu'on a dû travailler très très en détail sur les quantités d'eau qu'il allait nous falloir stocker, puisque nous aurons une bassine d'eau pluviale sur la parcelle. Et alors pour revenir à la question précisément, est-ce qu'il y a une vraie volonté? Oui, il y a une vraie volonté. Simplement, ça n'a rien à voir avec les projets qui pouvaient sortir de terre il y a quelques années. Aujourd'hui, on essaye de privilégier la vie dans le monde rural. Donc là, il y aura un agriculteur et 2 salariés pour s'occuper des pommes. Il y aura une éplucherie avec des emplois d'insertion et un peu de stockage sur place
Alors les pommes, il y en a qui partiront à croquer, d'autres en jus de pomme, d'autres en compote, et dans des circuits courts. Oui, il y a une vraie volonté de projet vertueux. Est-ce que vous avez fait des émules autour de d'autres communes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie aussi de se lancer dans ce Alors, je vais être très claire. J'ai essuyé les plâtres parce qu'une idée aussi nouvelle, ça a du mal à se mettre en place. Cela démarre maintenant parce que vous savez qu'il y a cette histoire de zone d'accélération. Vous en avez entendu parler? Oui, non? Bon, la transition énergétique, le gouvernement s'est aperçu qu'on n'allait pas assez vite, donc il fallait accélérer, et notamment dans certaines zones. Alors, j'ai de la chance, je suis maire dans un village des Coteaux, c'est-à-dire le nord-est du département, qui est une région, en plus la commune est en zone vulnérable, donc il faut vraiment se décarcasser pour arriver à un revenu correct. Et les instances départementales ont vu dans ces zones d'accélération des possibilités pour les communes des Coteaux. Et je suis sollicitée pour aller présenter ça aux maires des Coteaux qui le souhaitent pour leur expliquer un petit peu ce que l'on peut faire. En tout cas, alors là c'est un peu technique, mais sachez que Enedis et le SDE poussent de toutes leurs forces. Donc ça veut dire que vous allez voir des projets d'énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire que de photovoltaïque. Je pense qu'ici, les éoliennes, c'est râpé. Mais il y a tout un tas de solutions et la DDT s'est complètement approprié notre projet et veut l'utiliser comme prototype pour permettre aux maires de communes comme la mienne, 150 habitants sur 900 hectares, d'augmenter son niveau de vie et que ça profite à tout le monde. Et comme me disait très justement un cadre de la DDT, cela permet une répartition des richesses plus équitable. Parce que vous avez un, entre guillemets, petit projet, mais qui va amener du mieux-être à tous vos habitants. Et peut-être que la commune d'à côté pourra faire un projet un peu différent, mais qui permettra ce genre de choses. Juste une petite question. Qu'est-ce que vous allez alimenter, vous, dans la commune, avec le photovoltaïque? On correspond à la consommation de 5000 personnes, consommation annuelle. On a 9 mégas. Bon, c'est un peu technique, ça, 9 mégas, mais 5000 personnes, oui. Vont en profiter de... Alors, pour le moment, on ne sait pas si ça sera consommé localement ou si ça partira en post-source pour être injecté sur le réseau. Ok. Voilà. Jean-Louis Cazobon voulait Oui, au niveau de la région, on est en train d'élaborer justement une philosophie, parce que le débat, il y est. Ce que vient de dire Dominique, les projets qui consisteraient à mettre des panneaux sur le sol et à stériliser la terre nourricière, c'est niet. Clair, les agriculteurs n'en veulent pas que, la société n'en veut pas. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable de monter ces projets comme ça? C'est la loi d'accélération des productions d'énergie renouvelable, je ne sais pas, c'est en mois de mai, je crois que c'est ça, 2023. Chaque maire a reçu dans les communes ou président de communauté de communes, il faut qu'il identifie des surfaces aujourd'hui qui sont en friche, c'est-à-dire des friches industrielles ou autres, et les répertorier pour produire ça. Et ensuite, pour l'agriculture, c'est ce qu'elle dit, il faut faire le distinguo entre l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque. L'agrivoltaïsme, on met 30% de la surface, tu as dit un rang et 2 rangs, c'est-à-dire des poteaux à 20 mètres et les machines, elles passent dessous. Moi, je les ai vus ça il y a 2 ans. Il y en a des projets, des prototypes dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault sur des productions pérennes, c'est-à-dire des plantations vignes ou vergers. Et effectivement, la parcelle témoin, est-ce qu'elle produit moins ou est-ce qu'elle produit plus? Parcelle témoin où il n'y a rien. Normalement, c'est ça, la philosophie de l'agrivoltaïsme, c'est ça.
Et alors après, la profession agricole va devoir se forger une philosophie, sans doute elle sera de cet ordre d'idées. Et là, après, c'est qu'un projet comme ça, il coûte cher. Donc là, tranquillisez-vous, on va arriver Total Énergie, Direct, Veolia, voilà. Il ne faut pas que le sol des agriculteurs serve de faire valoir. Il faudrait que l'agriculteur puisse prendre part au projet, puis ensuite les citoyens autour. En gros, vous avez 10 000 euros, c'était bon il y a 2 ans. La philosophie que l'on avait, c'était ça. Mettre en place un collectif de citoyens. Évidemment, si le projet il vaut 10 millions d'euros, il faut aussi des capitaux. Mais les citoyens du secteur qui peuvent utiliser cette énergie, ils ont 10 000 euros sur le compte qui ramènent des queues de noisettes. Là, jusqu'à maintenant, c'est un peu plus élevé, mais l'inflation, est-ce qu'ils les injectent là? C'est une rentabilité de 6 à 7%. C'est des projets comme ça, renouvelables. Alors pour le gaz, bon, ils vont en parler mieux que moi. Ce que je sais, c'est que les 3 installations qui sont sur les Hautes-Pyrénées, GRDF, elle dit, fournissent 7% du gaz utilisé dans le département, le biogaz. Il vaut mieux celui-là que l'acheter à Poutine. Je suis président d'un projet, d'une unité de méthanisation dans la Fontraille. C'est un collectif d'agriculteurs. C'est un travail qui a mis 10 ans à aboutir. Et aujourd'hui, le gros frein, bien que nos dirigeants souhaitent développer toutes ces énergies renouvelables, le gros frein, c'est la durée, le temps qu'il faut pour mettre en place. Ce que je tiens à préciser, c'est que Fontraille, les agriculteurs, les 60 agriculteurs, ils ont investi 1,5 million d'euros de leur poche en termes de capital pour pouvoir avoir le droit Combien d'agriculteurs d'aller chercher à 60 agriculteurs. Donc, on a investi 1,5 million d'euros depuis 8 ans. À aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. Tout ça, pourquoi? Parce que les procédures sont trop longues. L'État, il y a une volonté, oui, de développer les énergies renouvelables, mais si on veut que cette plus-value revienne à des agriculteurs ou à d'autres porteurs de projets. Ça peut être, c'est pas forcément limité aux agriculteurs, mais l'agriculture, je pense qu'en termes de biogaz, a toute sa place, puisque c'est un fournisseur de matières premières indispensable. Faire du biogaz aujourd'hui avec du fumier et du lisier, c'est réduire l'impact sur la nature de l'agriculture, puisque je vais prendre l'exemple de Fontraille. On produit l'équivalent de la consommation énergétique de 2600 foyers à 60 agriculteurs. On récupère tout le CO2, c'est 3000 tonnes de CO2 qui sont valorisées dans des serres pour produire des légumes. Et la production de méthane, donc de gaz qui est valorisé pour le chauffage ou pour la cuisine ou par les industriels dans les entreprises, c'est 10 fois plus. Donc, j'entends les personnes, dès qu'il y a un projet, qui disent non, ça va créer des nuisances, ça va... Il n'y a rien de parfait. Quelle que soit l'énergie, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit du nucléaire, du pétrole, de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation, il n'y a aucune énergie qui soit propre à 100%. À un moment donné, pour produire, on crée une production, enfin, on crée une nuisance, si on peut dire, appeler ça une nuisance. Donc, il va falloir que la société, si elle veut évoluer dans le sens qu'elle demande, qu'elle soit un peu plus compréhensive aussi, quoi. Avoir des procédures contre des projets pour les faire tomber, à un moment donné, eh bien, on n'atteindra pas nos objectifs. Je prendrai l'exemple du projet d'unité de méthanisation pour traiter les ordures ménagères dans notre département. Et très bien, elle ne s'est pas faite.
Ils sont contents, ils ont gagné. On fait quoi dans nos ordures ménagères aujourd'hui? On les transporte en camion à 100 ou 150 km tous les jours. Merci, le bilan carbone. Voilà, l'agriculture a un rôle à jouer très important sur l'environnement, sur la limitation du carbone et du réchauffement climatique. Je crois que ça a été dit à plusieurs fois. L'agriculture fera ce travail-là si on garde des exploitations à taille humaine, si on garde des exploitations avec de la polyculture et l'élevage, et si on valorise tous les déchets, notamment fumier, lisier, et ainsi de suite. Vous dites que vous mettez là tout le fumier des vaches, puis les autres déchets pour ça. Mais alors avec quoi vous entretenez la terre après, puisque ça part Alors, on récupère les fumiers et les lisiers, on les met dans des grosses cuves pour les faire fermenter, pour récupérer le gaz. Et le produit qui sort, qu'on appelle un digestat, on le ramène sur les exploitations pour fertiliser les cultures. Parce qu'en fait, on récupère uniquement le gaz. Donc, on récupère donc, la matière organique, les unités fertilisantes, azote, phosphore, potasse, ne sont pas perdues. On les ramène aux agriculteurs pour les pendre avant la mise en culture et pour fertiliser leur culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le biais de la méthanisation, quand on épand un fumier ou un lisier au sol comme ça, les unités d'azote qui sont contenues dans ce fumier, on n'en valorise que 40% sur 2 ans. 40, maxi 50% sur 2 ans. Par le fait de passer par la méthanisation, on a une meilleure valorisation de l'azote. Bon, on le gère aussi peut-être différemment, mais on arrive à valoriser 80% de l'azote. Ça veut dire que ce delta d'azote, cette part d'azote qu'on valorise avec le digestat, eh bien, c'est l'azote qu'on n'achète pas sur le marché, notamment en engrais chimique. Mais la matière revient dans les exploitations, on ne récupère que le gaz de fermentation. On enregistre tout ce qui rentre dans l'unité de méthanisation, tout ce qui ressort, on sait sur quelle parcelle c'est épandu, à quelle quantité, et on a un suivi agronomique qui est fait par des analyses sur certaines parcelles pour voir comment ça évolue et pour adapter le fonctionnement, parce que c'est quand même un produit qui est encore un peu nouveau. Il y a des études à continuer à faire pour voir comment ça évolue dans le sol. Mais a priori, les premiers résultats, c'est qu'on a une augmentation du taux de matière organique parce qu'elle est mieux valorisée. Je suis en lien avec l'usine de méthanisation de Saint-Sevé-de-Rustan et j'entends les habitants de certains, bien sûr pas tous, mais dire c'est des camions qui passent sans arrêt. Bon, c'est vrai que les fermes, les agriculteurs sont éloignés. Bon, j'entends que ça crée du flux de véhicules, que ça gêne certaines personnes. Concrètement, à un moment donné, la matière, on la transporte. Quand on est agriculteur. Si elle ne va pas à l'unité de méthanisation, elle va au champ, donc il y a un tracteur qui va passer avec une remorque. La quantité est la même. La quantité, c'est la même. L'épandage, à un moment donné, on le fait. Jusqu'à quand il n'y a pas d'unité de méthanisation, qu'est-ce qu'on voit dans les campagnes? On voit des tas de fumier en bout de champ, qui restent là tout l'hiver pendant 3 mois, 4 mois. Il reste quoi à l'arrivée? Au bout de 3 mois, le fumier n'a plus aucune valeur. Tout est parti. La méthanisation, elle s'est faite naturellement à l'air libre. Donc ça veut dire que le méthane, il est parti dans l'air. L'azote, s'est lessivé, elle est partie dans le sol. On a perdu une partie de l'humus. Donc, certes, oui, quand je vous dis on produit l'équivalent de la consommation d'énergie de 2600 foyers, oui. En face, il y a une consommation d'énergie parce que ça ne fonctionne pas tout seul. Mais quelque part, comme a redit Jean-Louis, c'est de l'azote qu'on a, de l'urée qu'on ne va pas acheter à l'extérieur, qui vient d'Israël, Russie, donc qui n'est pas produite en France. Il ne faut pas l'oublier ça, quoi. On n'a plus d'usine de fabrication d'engrais chimiques azotés en France. On importe tout.
Donc quand on fait si vous faites le bilan carbone, il est très bon. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a rien sans rien. On vient d'un monde et d'une société qui mettait les personnes en situation de handicap, on les cachait un peu. Hein, quand on voit ici dans les Hautes-Pyrénées, les CAT, ils sont tous paumés, planqués dans la campagne, à part Lourdes, hein, globalement, donc on les cachait. Et aujourd'hui, la volonté et l'idée profonde, c'est au contraire d'accompagner la société pour les accueillir avec leurs talents au cœur de la cité. Donc c'est un peu le travail qui est mené, la transformation des ESAT qui est menée aujourd'hui en France autour de ça, c'est d'amener petit à petit les projets des personnes à faire en sorte que, malgré cette différence, elles puissent trouver tout à fait leur place dans la société. Et le plus dur, c'est pas d'accompagner et de former les personnes en situation de handicap. Le plus dur, c'est de former les hommes et les femmes de la cité à accepter et à accueillir ces personnes. Donc c'est un peu le même débat qu'avec l'Église. Moi, je me suis baladé pendant plusieurs années à la rencontre des différentes paroisses pour voir un petit peu comment on pouvait faire une pastorale autour du handicap dans nos paroisses. Et il y a des prêtres qui me disaient, moi, je ne veux pas avoir de personnes handicapées dans mon église, alors qu'il y en a d'autres, je vois Jean-Jacques devant moi, qui accueillait ces personnes au cœur de son église à Mauburguet, je me rappelle à l'époque. Donc c'est une question de posture, et c'est une question de savoir-être. Et donc la société, elle est interpellée autour de ça aujourd'hui, parce que cette société, elle a amené, entre guillemets, des dogmes autour de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et elle a, entre guillemets, effacé de la mémoire commune ce qu'est la différence. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre société, y compris dans la transition écologique, c'est d'abord de regarder ces personnes fragiles, de les écouter, de les comprendre, et de les accompagner parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre et de leur permettre d'avoir leur place dans la société. Et c'est un petit peu tout ce qui est nécessaire, à mon avis, à mettre en place. Ça démarre. Moi, je suis à la retraite, mais à l'époque, on a démarré un dispositif qui s'appelle ESAT de transition, qui était un dispositif qui, en 3 ans, permettait à des personnes handicapées de pouvoir retrouver un emploi en milieu ordinaire en faisant un accompagnement spécifique, bien évidemment, à la fois aux côtés de ces personnes, mais aussi aux côtés des employeurs, parce que bien évidemment, cette rencontre, il faut aussi qu'elle se place au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est des sources d'espérance. Et puis, bon, côté Église, moi, je peux en partie en répondre. Je pense que quand on fait avec les mouvements d'action catholique, je vois Maïté en face de moi et tous les mouvements qui sont là, ACO, ACI, CMR, dans les territoires où nous œuvrons, en général, je sais qu'on accueille et on a l'envie de pouvoir mettre aussi dans nos équipes des personnes qui sont dans ces situations de fragilité. Le Secours catholique, c'est sa monnaie quotidienne. Là, je vois la présidente de la délégation. C'est le sujet principal. On accueille les plus fragiles et on les accompagne le mieux possible par rapport à leur situation, quitte parfois à suppléer ce que la société n'est pas en capacité de mettre en place dans l'urgence. Donc je pense que l'Église a toute sa place. Elle résonne complètement dans cette société. Peut-être qu'elle communique mal, peut-être qu'elle a des choses à dire plus souvent là-dessus, mais moi j'ai la conviction profonde quand même qu'elle met des choses en place. Voilà. Bon, Monseigneur, je vous laisse la parole. Depuis plus de 2 siècles, l'enseignement social de l'Église rappelle sans arrêt que les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres doivent avoir la première place, et que c'est pour ça, et cet enseignement il n'est pas reçu, entendu, que l'Église martèle sans cesse que toute vie est digne, doit être protégée, sauvegardée de sa conception à son terme naturel. Alors, elle s'y prend mal, ça je suis le premier à le dire et le penser, parce que chaque fois qu'elle prend la parole, elle est perçue comme donneuse de leçons, comme condamnant ceux qui ne pensent pas pareil, enfin, etc. Et c'est extrêmement dommage. Mais si on passe au-delà de cette première perception, le fond vraiment de l'enseignement et de la pratique, du coup, la mise en œuvre de cet enseignement, j'ai en tête ce que le pape a martelé à Lisbonne aux 1,5 million de jeunes du monde entier qui étaient là au mois d'août. Tous, 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 tous. Alors derrière ce tous, c'est tout le monde a sa place dans la société, dans l'Église. Et l'Église doit être celle qui martèle cela, qui le met en pratique, qui l'enseigne, qui en témoigne. Tout le monde. Et les journalistes qui ont entendu le propos ne s'y sont pas trompés, ils ont bien compris que le pape désignait beaucoup de personnes
qui traditionnellement sont marginalisés dans la société, mais aussi dans l'Église, il faut l'avouer, par des communautés chrétiennes, par des prêtres, par des baptisés. Bon, voilà. Et le pape, son boulot, c'est de rappeler ce qu'enseigne l'Évangile, ce que la foi transforme dans le regard et dans les cœurs sur tous. Voilà. Tout à l'heure, la table ronde suivante s'intéressera à l'encyclique Laudato Si, qui est à la base un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui ici. La mise à jour récente que le pape vient d'en faire. Il y a aussi un autre texte qui est extrêmement important, c'est Fratelli Tutti, tous frères. Croyants, pas croyants, gens en bonne santé, gens pas en bonne santé, ici à Lourdes, voilà, hein, on n'a pas attendu François et Laudato Si pour prendre soin des plus petits, les mettre à la première place et tout. Bon, mais après, il faut convertir nos cœurs à tous, en permanence, nos réflexes, et voilà. Mais bien sûr, rien n'est jamais parfait, ni dans les cœurs, ni dans les pratiques, mais en tout cas, dans la foi des chrétiens, les plus petits ont la première place, vraiment. Voilà, merci. Que ce soit éducation nationale ou enseignement agricole, donc on est depuis plusieurs années dans une politique d'inclusion. En fait, on a, pour être un peu caricatural, 3 types de publics. Un public en situation de handicap, pour ce qui concerne le lycée agricole de Vic-en-Bigorre, sur 320 élèves de la 3e au BTS, on en a une dizaine dans ce cadre-là, et ils sont accompagnés par des personnels, ce qu'on appelle les AESH, des accompagnateurs par rapport aux situations de handicap, qui viennent en classe avec eux, alors pas forcément tout le temps, mais souvent, pour les accompagner dans les différents apprentissages, que ce soit dans le temps scolaire ou hors temps scolaire. Ça, c'est la première chose. Et vous avez à côté de ça, sur 320 gamins, 70 autres qui ont des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysorthographique, dysphasie, enfin plusieurs troubles. Donc là, ils n'ont pas un accompagnement spécifique reconnu par la MDPH, mais ils ont un accompagnement, et notamment un de nos enjeux au niveau pilotage de l'établissement, c'est que l'ensemble, notamment des enseignants, puissent développer des stratégies pédagogiques et des supports qui puissent être en accord avec les besoins des jeunes. Intérêt de ça, en dehors de l'inclusion que tout le monde prône, ou les plus fragiles, ou ceux en situation de handicap, il faut les intégrer dans une société diverse, c'est que les autres de l'établissement, ça leur permet l'éducation à la différence, l'éducation à la tolérance, et leur faire comprendre que les talents sont multiples, et que ces jeunes-là, ces 80 ou ces 10-là, qui peuvent avoir des fragilités d'un côté, peuvent avoir des forces parce qu'ils ont compensé par d'autres qualités par ailleurs. Et ça, c'est très important par rapport à notre mission d'éducation, qu'on soit dans le respect de cette différence. Alors, je peux le dire sur le lycée agricole de Vic-en-Bigorre, c'est assez facile maintenant, parce que ça fait plusieurs années, on n'a pas de discrimination flagrante entre les jeunes. Nous, on y est attentifs. Gros avantage que l'on a, on n'en a que 320, on n'a pas des cités scolaires de 2000. Donc la communauté éducative est quand même plus facile à gérer. Et je voulais dire par rapport aux ESAT, que les gens qui étaient en ESAT ont eu l'occasion en ACO de se retrouver, de parler de leurs problèmes. Et il est un problème qui a été soulevé, c'est qu'ils ne veulent plus être considérés comme des usagers, mais comme des travailleurs. Ils demandent à pouvoir avoir droit, comme les salariés, au droit du travail. Et ça, je crois que c'est une chose qui doit être entendue, même si c'est encore pas tout à fait le cas. Mais je pense que, aujourd'hui, je trouve que c'est important de pouvoir parler de ça et dire que les gens qui sont en ESAT veulent être reconnus comme travailleurs. Alors, je crois que Merci pour ce témoignage. Je crois que c'est... 2 questions adjacentes. Il y avait comment peut-on adhérer au pôle ESS, et l'ESS c'est quoi?
ESS pour économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des structures qui ont une gouvernance participative où la recherche des bénéfices n'est pas le seul objectif. Donc ce sont des structures comme des associations, des fondations, des mutuelles, voilà, sur tout le territoire. Donc, associations, vous avez dit aussi? Associations, fondations, mutuelles. Il y a des sociétés commerciales aussi. Voilà. Entreprises, l'essentiel, c'est que ce soit une gouvernance participative. Un homme, une voix, on va dire. Voilà. Un indépendant peut être aussi en structure associative. Ouais. Voilà, par exemple, la brasserie, une brasserie aussi peut être considérée comme de l'économie sociale et solidaire parce que c'est aussi l'insertion de personnes en difficulté. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de projets. Et on se structure, voilà, dans le département, on essaie de monter des projets, notamment en novembre, qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. On a avec Sandra, qui est ici également, porté des projets comme les escapades, qui c'est une journée où on va visiter les structures. Donc, on a été sur Lourdes dans des tiers-lieux, à la DAPI. Enfin, voilà, on découvre un petit peu les organisations. Donc, pour rejoindre ce mouvement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Pôle ESS Bigorre, que ce soit LinkedIn, Facebook. On a également un site internet. Voilà. Il y a une adhésion oui, 10 €. Voilà, un principe. Mais bon, vient qui veut, qui peut, que ce soit au travers de sa structure ou même à titre de bénévolat. Et l'idée, c'est d'échanger l'adresse pôleessbigorre.fr ou comme je ne sais plus, Benoît, il faudrait regarder. FR ? Merci. Et l'idée, c'est d'échanger Ah oui, on porte surtout à la connaissance ces structures, en fait. C'est faire valoir l'ESS sur le territoire. C'est ça le rôle du pôle. L'économie sociale et solidaire, c'est une façon d'entreprendre. Et aujourd'hui, sur ce petit département de 225 000 habitants, il y a quand même pratiquement 7 000 emplois qui intègrent ces associations, ces mouvements sur le territoire. Donc c'est pas neutre. Mais souvent, bon, M. Trémège n'est pas là, mais souvent je m'adressais à lui en disant, M. Trémège, vous ignorez toujours que l'économie sociale et solidaire existe dans ce territoire. Donc voilà, il faut savoir qu'il existe, il est important. Et puis surtout, l'idée, c'est que dans la politique future, l'économie sociale et solidaire est quand même un élément important à mes yeux pour constituer et avancer dans la structuration de la transition écologique. Voilà, merci d'être venu. Et puis on va aussi auprès des écoles, par exemple l'IUT de Tarbes nous a demandé aussi de venir parler de nos actions et des formats d'entreprises que nous représentons pour faire connaître aux étudiants d'autres façons d'exercer un travail et de créer une entreprise. Aujourd'hui, c'est la journée du 7 octobre et c'est la journée mondiale du travail décent ou du travail digne. Voilà. Et je voulais juste rappeler que si cette journée mondiale, elle a été mise en place, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont de très grosses difficultés dans leur emploi par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à ce qu'on leur fait vivre. Et que voilà, il faut l'entendre. Alors même quand on est retraité, on est attentif aussi à ça. Et on est, avec Anne-Marie qui est intervenue tout à l'heure pour la CGT, moi pour la CFDT, on est défenseur syndical. Donc je vous assure que des cas de maltraitance au travail, des cas de non-respect du droit du travail, on en voit tous les jours. Voilà. Voilà, je suis une ancienne travailleuse des ESAT. Alors, même en ESAT, on nous oblige à faire du rendement comme si on travaillait en milieu ordinaire. Et ça, ce n'est pas respecté. Le handicap de chacun doit être respecté parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne doit pas être respecté. Et qu'on nous oblige, même si je ne travaille plus, à faire du rendement. Et qu'on n'oublie pas que chacun a le droit de travailler à son rythme. Voilà. Par nos échanges, on s'aperçoit que les changements naissent lorsque nous sommes à l'écoute des attentes et des besoins des personnes. Comment bien orienter ces personnes
comment prendre en considération leurs besoins, c'est à chacun de s'y affréter. Voilà. Et puis alors on s'y met.